On the same day that an incel opened fire in the streets of Montreal, leaving behind a manifesto outlining his hatred of women, a woman was found dead in Lévis. She's the 12th suspected femicide this year in Quebec, and we're only in June. In all of 2025, Quebec reported 14 femicides. By all measures, the crisis of violence against women is getting worse in our province. We don't even know how bad it really is. Most victims of intimate partner violence don't go to the police. But we do know that women's shelters in Quebec struggle to meet the demand. We know, as the Observatoire québécois des inégalités found in a recent report, that the housing crisis is a vector for intimate partner violence. We know that the manosphere is using the loneliness and disillusionment of young men to push hateful and misogynistic views. But there are a lot of valid reasons to feel disillusioned right now. A whole generation can't afford a home. Our social safety net has been hollowed out by decades of neoliberal budget cuts. Gen Z is facing the worst youth unemployment rate in decades, right in the middle of a cost of living crisis. The system isn't working for most of us, and people are desperate. Desperate people look for answers, and bad actors funded by right-wing millionaires are ready with false solutions. And those in power, are they ready to finally act in response to mounting femicides? Quebec passed a law this year allowing people to access the criminal record of their partner. A good measure, but one that reinforces individual responsibility to prevent violence, not collective accountability to solve the root causes. Meanwhile, misogyny spreads online and in our schools, and women keep dying at the hands of men. Aujourd'hui, je reçois Laima Abouraja-Gérald, journaliste, chroniqueuse, autrice et animatrice de balado avec Club Sexu. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Alors, c'est quand même une grosse semaine. Il y a eu des événements assez importants. Comment te sens-tu après les événements de cette semaine? Ben, c'est une vraiment bonne question, en fait. Je ne sais pas exactement comment je me sens. C'est vrai que quand la nouvelle est sortie de la fusillade, c'est arrivé quand même de manière assez... on avait les nouvelles un peu au compte-gouttes. Puis bon, au début de la journée, c'est sûr que je me suis dit, OK, bon, c'est quand même une grosse nouvelle. Mais quand j'ai entendu parler du fameux manifeste, je l'ai vraiment senti dans mon corps. J'ai eu un choc vraiment, vraiment fort dans le ventre. En fait, ça m'a pris. Et je me sens encore sur cette émotion-là. Je me sens stressée, fâchée, triste. C'est vraiment beaucoup d'émotions, là. Oui, je comprends tout à fait. Je ressens la même chose. Puis on a pu assister depuis la fusillade lundi, on a pu assister à des discussions médiatiques autour de ce qui est arrivé, des propos tenus dans le manifeste. Ici, au Rover, on essaie toujours de prendre les nouvelles d'une façon différente, puis de complimenter ce qu'on voit déjà dans les grands médias, mettons. Donc, qu'est-ce que tu penses est manquant en ce moment dans les discussions autour de la fusillade et des propos tenus par son auteur? Ben, c'est vrai qu'au lendemain de la fusillade, j'écoutais la radio le matin, puis j'attendais qu'on parle de misogynie, j'attendais qu'on parle d'anti-femme, d'anti-féminisme, puis je trouvais que ça arrivait pas tant. Je trouvais que ça arrivait comme en fin d'entrevue dans une question de relance, alors que moi, c'est ça que j'ai retenu, en fait. C'est ça que j'ai compris aussi de ces événements-là. Puis, comprenez-moi bien, je trouve ça vraiment terrible qu'il y ait un policier qui ait perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions. Je trouve que c'est horrible. Mais je trouve qu'on a passé beaucoup de temps dans certaines entrevues à parler de stratégie policière, de comment les policiers se sont organisés, comment on fait dans un cas comme ça quand il y a un tireur actif dans la ville. Puis je trouvais que ça avait du sens qu'on parle de ça, mais je trouvais qu'on donnait vraiment beaucoup d'importance à ce sujet-là. Puis je trouve qu'on a relayé la question de la misogynie en fin d'entrevue. Puis pour moi, ça a manqué. On dirait que là, il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole sur ces enjeux-là, mais c'est vrai qu'au début, j'ai trouvé qu'on n'en parlait pas tant, ou du moins qu'on faisait attention, qu'on était prudent. Je trouvais qu'on nommait pas les mots. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ça a pris 30 ans avant qu'on parle de Polytechnique comme d'un attentat anti-féminisme. 30 ans. Et je me suis dit, est-ce que c'est ça qu'on est en train de reproduire? On n'a pas appris de cette histoire-là. Je veux dire, on a commémoré un anniversaire de Polytechnique récemment. Puis là, on dit qu'il faut nommer les mots, il faut appeler un chat un chat, il faut parler des choses clairement. Et là, on est encore en train
de ne pas adresser l'éléphant dans la pièce. Puis c'est vrai que ça, moi, ça me met vraiment en colère. Absolument. Puis, bon, tu l'as dit, puis j'ai vu d'autres femmes en parler que, tu sais, au début, avec Polytechnique, le fait que ce soit un acte anti-féministe, on n'a pas du tout parlé de ça dans les médias. Donc, il y a vraiment un lien qu'on peut faire. Ouais, un parallèle à faire, assurément. Ouais. Et, la même journée, il y a eu la 12e femme retrouvée morte qui, on croit que c'est un cas de féminicide. Donc, je vais te poser un peu la même question. Qu'est-ce que tu penses est manquant autour des discussions qu'on a en ce moment autour de la violence faite aux femmes? Ça dépend quelle discussion, évidemment. Ouais. Mais je suis plus capable, en fait, qu'on parle de ça comme des faits divers, puis qu'on attend le prochain. J'ai l'impression qu'il y a ça dans certaines conversations, dans certains médias, dans certains groupes de la population. Je trouve qu'on en parle comme si c'était quelque chose qui était inévitable. Il y en a un, ben il y en aura un autre, puis un autre, puis un autre. Puis je commence à plus savoir quoi faire par rapport au fait qu'il faut absolument qu'on parle d'une crise de santé publique. C'est de ça qu'on parle, en fait. Il y a quelque chose de systémique. C'est étudié autant dans les groupes communautaires que dans les... tu sais, de façon plus académique, dans les universités. C'est hyper documenté, en fait, quand... Donc, j'aimerais qu'on assume, en fait, que c'est un problème de santé publique, puis qu'on prenne les mesures pour essayer de régler ça, puis qu'on arrête de voir ça, ouais, comme une suite de faits divers en attendant que le prochain arrive, comme si ça... On peut pas éviter ça, tu sais. Je trouve ça fou. Ouais, de traiter ça comme tu as dit, comme des cas isolés et de ne pas faire le lien, par exemple, tu sais, le lien avec la crise du logement qui contribue de façon importante à garder les femmes restées dans des situations violentes. Ouais. Donc, ne pas faire des liens entre d'autres choses dont on fait face aujourd'hui. Oui, entre toutes les structures. Puis, bon, tu parles de crise du logement, il y a forcément l'inflation, il y a tellement de causes structurelles. Puis même, récemment, je lisais, il y a des gens qui documentent le fait que les changements climatiques ont aussi un impact sur l'ampleur ou le nombre de féminicides ou de cas de violence conjugale, parce que en période de canicule, on remarque une hausse de la violence conjugale. Puis, ouais, les changements climatiques, on le sait, c'est pas près d'arrêter. Je veux dire, ce n'est que le début. Donc, il y a vraiment beaucoup de structures sociales en ce moment qui dépendent toutes du système capitaliste d'une manière ou d'une autre, qui encouragent, en fait, ces cas de violence conjugale. Et je pense que mais il faut s'en préoccuper, en fait, parce qu'on a toutes les données, on a toutes les preuves, ça existe, en fait. Oui, comme on a entendu dans l'entretien précédent avec Nora Loretto, qui parle du fait que, tu sais, ce tireur a identifié un problème, le capitalisme qui à l'ère tardif du capitalisme qui ne fonctionne plus pour les travailleurs d'ici. Mais de prendre une solution qui est complètement... qui ne vient pas vraiment adresser le vrai problème. Non, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'elle parle de ça. Je trouvais que ça donnait une perspective vraiment encore plus macro. C'est vraiment, vraiment pertinent, je pense. Ça me fait beaucoup réfléchir. Je vais repartir avec ça, je pense. Oui. Ouais. Elle fait souvent ça, Nora Loretto. Elle nous force à penser, exactement. Oui, ça a marché sur moi, en tout cas. Ouais. Bon, OK. Là, on est deux femmes en train de parler de la violence faite aux femmes. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est important qu'on en parle. Mais... je veux aussi prendre un moment pour un peu call-in les hommes qui nous écoutent parce que c'est un sujet, si on veut réellement s'attaquer à ce problème-là, il faut la participation active de la part des hommes. Il n'y a pas d'autre moyen d'adresser cette crise qui est une crise de violence masculine. Donc, qu'est-ce que tu veux voir de la part des hommes qui nous écoutent? On peut s'imaginer que, tu sais, s'ils sont rendus à ce point-là dans l'épisode, eux aussi, ils sont bien oui, choqués. Allô, on est content que vous nous écoutiez. Ouais, donc, qu'est-ce que tu veux voir de leur part? Ben, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sentent super impuissants en ce moment, puis je pense qu'il y en a plein qui savent pas par où commencer, peut-être, mais... tu sais, on parle de ce problème-là, tu sais, puis depuis tantôt, on en parle de façon très macro, vraiment large, vraiment structurelle, vraiment systémique. Mais
moi, ce que j'ai ressenti au moment où j'ai appris l'existence de ce manifeste, puis surtout son contenu, moi, ça m'a comme frappé de façon très intime. Vraiment très, très personnelle. Je me sentais comme de la marde chez nous. Puis mon premier réflexe, ça a été de faire une publication. Ça m'a pris 2 secondes à faire, puis j'ai juste écrit, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'hommes en ce moment que je vois s'exprimer sur mes réseaux sociaux. Puis pourtant, je veux dire, mes réseaux sociaux, c'est une chambre d'écho, là. Je veux dire, les gens qui me suivent, c'est beaucoup du monde qui pense comme moi. Donc, des gens qui ont des valeurs similaires aux miennes. Et pourtant, je voyais pas beaucoup de partage, pas nécessairement créer du contenu. Je comprends que c'est peut-être pas toujours facile de créer du contenu, mais de juste partager, en fait. Et dans ma publication, j'ai écrit les gars, si vous savez pas par où commencer, appelez les femmes de votre entourage, écrivez-leur un message, demandez-leur comment elles vont, prenez de leurs nouvelles, tu sais, parce qu'on est beaucoup ce soir à se sentir vraiment pas bien puis à avoir le cœur en miettes. Puis je trouve, il y a une partie de moi qui trouve que ça commence peut-être par là, de montrer de la solidarité aux femmes de ta vie, tu sais, ta sœur, ta mère, ta blonde, ton amie, tes collègues, puis d'écouter aussi, puis de pas mansplainer, juste de se montrer solidaire de manière comme collective, communautaire. C'est petit, mais pour moi, ça peut faire vraiment une différence. Et de pas... Moi, il y a une phrase que j'ai vue passer une couple de fois, là, le lundi soir, puis depuis, c'est « J'aurais jamais pensé voir ça à Montréal en 2026. » Puis je comprends que ça vient d'une bonne place, mais sur le coup, je me disais, qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses pas que ça peut arriver en 2026? Est-ce que tu lis les essais qu'on écrit? Est-ce que tu lis est-ce que tu écoutes les podcasts qu'on fait? Est-ce que tu écoutes les conversations de tes amies qui disent qu'elles ont peur de rentrer chez elles le soir? Est-ce que tu es juste aware de ça? Parce que ça fait... Ça me rend quand même émotive, là, mais ça fait des décennies que les féministes nomment ces enjeux-là. Certaines de façon comme dans la rue, dans des conversations privées, des femmes hyper intelligentes qui ont tellement de connaissances dans les milieux académiques, des femmes sur le terrain dans les milieux communautaires, comme toutes ces personnes-là s'entendent pour dire qu'il y a un problème et que le problème ne s'améliorera pas tant qu'on fait rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu pensais pas que ça pouvait se passer à Montréal en 2026? Sincèrement, wake up. Wake up, puis écoute tout ce qu'on a à raconter, puis crois-nous quand on dit qu'il y a un problème. Oui, absolument. Pour moi, c'est pas tout, mais je pense que ça commence peut-être par là. Ouais, je pense que... Puis c'est pas la faute aux hommes nécessairement. Je veux pas, tu sais... les hommes... Mais non, on veut pas généraliser, for sure. Mais c'est quand même... Je pense que c'est peut-être facile pour les hommes de sous-estimer à quel point cet enjeu de violence faite aux femmes est un enjeu personnel, quelque chose de vécu pour les femmes dans leur vie. Tu sais, mondialement, on parle d'une femme sur 3 sera victime de violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est une estimation conservatrice quand même. Je suis parfaitement d'accord. Donc, peut-être que c'est facile de ne pas réaliser à quel point il y a des femmes dans ta vie qui ont déjà eu ces expériences-là. Et bon, l'importance de dénoncer, bien sûr, quand une fusillade a lieu comme ça, mais aussi de dénoncer dans les petits moments que des actes, des gestes dans des gens autour de toi. Tu sais, les moments que c'est peut-être le plus difficile de dénoncer, mais c'est les moments que c'est le plus essentiel. Vraiment, puis je veux dire, il y a quelque chose que je trouve crazy parce que comme femme, puis j'inclus les personnes de la diversité sexuelle et de genre aussi là-dedans, on est parmi les premières victimes de ce système-là. Je sais que les hommes en sont victimes aussi, mais les femmes, on est victimes de manière comme très large puis très diversifiée dans tout plein de sphères de notre vie. Puis en plus, il faut qu'on fasse tout le travail d'essayer de coller le fait qu'il y a vraiment des gros problèmes. Alors, à mon avis, si tu veux être un bon allié,
enlever un peu de poids sur les épaules des femmes qui subissent tous ces enjeux-là, ça serait quand même great. Puis si c'est juste dans un souper, de pas laisser la femme faire « Hey, ce que tu viens de dire », c'est vraiment sexiste. C'est vraiment misogyne. Ça n'a pas d'allure, ce que tu viens de dire là. C'est transphobe, c'est homophobe, name it. Mais si toi, comme homme, t'entends ça puis t'es pas d'accord, si tu prends cette parole-là, mais t'es en train de soulager quelqu'un qui est déjà la victime de ce propos-là, puis en plus, ça serait à elle de se mettre dans la posture de devoir le dénoncer. Donc, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je pense que dans les soupers, les parties, au travail, je pense que si c'est ça que tu penses, fais-le savoir, en fait. Positionne-toi comme tel, tu sais. Ouais. Tu sais, parce qu'on parle de la violence faite aux femmes, ça vient d'un profond manque de respect pour les femmes. Donc, voilà pourquoi, justement, l'importance des hommes à contribuer, parce que comment on est censé régler ce problème-là si on peut même pas avoir le respect dont on mérite, tu sais. Exact. Donc, ouais. Donc, OK, notre public nous demande tout le temps pour des solutions. Tu sais, ils disent souvent, tu sais... Qu'est-ce qu'on fait? Oui, exact. C'est quoi? Where do we go from here? Tu sais? Donc, quelles sont les solutions qu'on pourrait aborder, devrait aborder de la part des solutions politiques, mais pas que? Ouais, mais c'est forcément une super grosse question, tu sais. Mais moi, je pense qu'une belle piste serait que les différents domaines se parlent davantage, essayer de créer plus de ponts. Ces jours-ci, j'entends beaucoup une femme qui s'appelle Océane Corbin. On l'entend vraiment beaucoup dans les médias en ce moment. Elle est candidate au doctorat en communication, puis elle analyse en fait des forums incel. Cette femme est une mine d'informations. Elle est hyper pertinente, puis là, on l'entend justement s'exprimer dans les médias. Mais comment ça se fait qu'on l'entend comme dans une entrevue, puis après ça, pouf, tu sais, le grand public n'entendra plus nécessairement parler de ça. Je pense que le politique devrait vraiment être plus intéressé puis plus écouter ce qui se passe dans le milieu académique, écouter ce qui se passe dans le milieu communautaire, parce que il y a plein de recherches, autant terrain communautaire qu'académique, qui sont faites sur tous ces enjeux-là. Puis moi, j'aimerais vraiment beaucoup que les gens qui ont plus le pouvoir de décider, les décideurs, le milieu politique et tout, même si, bon, je comprends que tout ça, c'est limite, mais je pense qu'on gagnerait vraiment à beaucoup plus utiliser les recherches académiques qui sont faites puis qui sont vraiment pertinentes. Même chose avec le milieu communautaire, qui ont beaucoup de connaissances. Puis, tu sais, des fois, il y a comme des groupes de recherche, là, tu sais, plus dans les sphères politiques qui sont faits, là, OK, là, on va prendre des experts puis on va leur demander, mais c'est juste, je pense au rapport qui a été fait sur la transidentité. C'est vraiment un autre sujet. Mais ils ont engagé du monde, ils ont payé super cher pour pouvoir créer un comité de sages sur ce dossier-là, mais tout l'argent qu'ils ont mis pour faire certaines recherches, bon, qui étaient vraiment à côté de la plaque, mais ça, c'est vraiment un autre sujet, mais le milieu communautaire avait déjà toutes ces données puis ces observations-là. Comment ça se fait que la politique n'a pas plus utilisé le communautaire? Puis comment ça se fait qu'ils n'ont pas plus été voir les experts dans les... Tu sais, fait que je pense qu'une piste de solution, ce serait vraiment créer des ponts entre les domaines. Je veux dire, il y a plein de choses qu'on sait qu'on n'utilise pas. C'est dommage, je trouve que c'est beaucoup de gaspillage. Ouais, on travaille en silo. Exactement, travailler en silo, exact. Je pense qu'on gagnera à moins travailler en silo puis à plus... plus se parler, quoi. Puis je fais un lien avec ce dont on parlait tantôt, de ne pas prendre cette crise-là de violence envers les femmes, de réaliser à quel point c'est connecté avec d'autres enjeux. D'autres structures. Oui. Exact. Oui, on parle de conditions matérielles, on parle de tellement de choses. Donc oui, c'est ça. Je pense qu'il faut qu'on enlève nos œillères puis qu'on regarde tout ça de manière vraiment plus large, en fait. Puis qu'on se fasse confiance aussi, les uns les autres, tu sais. Puis qu'on travaille plus en groupe, en fait, qu'on utilise les connaissances les uns des autres pour essayer de régler les problèmes. Ouais. Et bon, c'était toutes mes questions, là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes à aborder dans cette discussion-là qu'on n'a pas encore eu la chance? Bien, je pense que je relancerai le message aux hommes, en fait. Si ça vous touche puis que vous vous sentez concerné, faites-le savoir. Exprimez-vous, dites-le. Parce que sinon... Ben, en fait, c'est ça. Ajoutez votre voix. Si vous êtes d'accord puis que vous soutenez ces propos puis ces causes-là, dites-le, faites-le savoir. Prenez pas pour acquis le fait que les gens savent. Dites-le. Positionnez-vous. Ça ne peut qu'être bénéfique.
Et bon, j'espère qu'ils se sentent concernés parce que Ouais. sinon, il y a un grand problème. Ouais, exact, exact. C'est un problème qui concerne tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Les hommes aussi, là. Vraiment. Puis on le voit avec ce qui se passe en ce moment, là. C'est un problème qui est sociétal, qui est beaucoup... C'est pas un problème de femmes. Faut arrêter de penser ça. Ouais. Merci beaucoup, Laima, Merci à toi. de venir parler de cela. Merci. Merci.